Bonjour à tous. On va pouvoir commencer notre Agora sur la recherche clinique. On a le plaisir d'avoir autour de la table Quentin Demanet et Elena Bonfiglioni. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter brièvement chacun ? Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Demanet, je suis le directeur adjoint de la recherche clinique et de l'innovation au sein de la PHP, qu'on appelle parfois la DRCI. Et du coup, on est en charge de porter les projets de recherche de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je reviendrai un petit peu sur notre poids, notre taille, ce type de choses. Et j'ai aussi la joie d'accompagner les projets de recherche sur données, et notamment évidemment toute la structuration de la recherche sur données, de l'entrepôt de données de santé de la PHP, mais pas que. Et à ce titre-là, de parler aussi aujourd'hui avec Microsoft un petit peu d'intelligence artificielle. Bonjour, mon nom est Elena Bonfiglioli, donc je suis responsable pour la santé au sein de Microsoft, qui regroupe donc nos travail avec les établissements hospitaliers, donc la recherche, les labos pharma et aussi les assurances. Merci à vous, merci tous les deux d'être présents. Et Quentin, je vais te poser la question en premier, de présenter, de donner une petite vue d'ensemble des activités de recherche à la PHP. Oui, alors je suis désolé, il aurait fallu plein de slides, il va y avoir beaucoup de chiffres. L'idée, c'est vraiment pas de vous assommer, mais peut-être de vous donner le poids de ce que représente la PHP aujourd'hui et évidemment en matière de recherche. Donc la PHP, c'est 38 hôpitaux et l'HAD en Ile-de-France essentiellement. Ça représente le premier promoteur académique européen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en termes de projets de recherche, on mène à l'heure où je vous parle à peu près 2584 études qui sont en cours à promotion à PHP, c'est-à-dire dont la PHP est le responsable évidemment pour la mise en place de l'étude, mais aussi pour son suivi, son monitoring, etc. Donc la PHP, c'est évidemment un acteur très important en matière de recherche clinique et de recherche sur données, mais c'est aussi un acteur très important en termes de valorisation scientifique, puisqu'on fait plus de 10 000 publications dans des revues prestigieuses de médecine, et on représente un tiers des publications françaises de médecine, pour vous donner un petit poids d'ensemble là-dessus. On représente 10% de la production scientifique globale dans le domaine des sciences. La PHP, c'est 100 000 professionnels. Et dans ces 100 000 professionnels, un peu plus de 6 000 professionnels dédiés à la recherche. Évidemment, ce sont des professionnels en appui et viennent ensuite faire de la recherche l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, véritablement les deux professions. On fait de la recherche évidemment en interne, mais on est aussi promoteur de ces cliniques qui se déroulent dans d'autres centres hospitaliers. Et évidemment, on fait aussi de la recherche beaucoup en partenariat avec évidemment les big pharma quand on veut tester un certain nombre de médicaments, mais aussi avec un certain nombre d'autres organismes académiques ou industriels. Et aujourd'hui, sur cette recherche en partenariat, on s'intéresse évidemment aussi beaucoup à comment les acteurs du monde industriel peuvent nous accompagner à accélérer, à amplifier cette recherche qui, et je finirai là-dessus, représente à la PHP une de ces 3 missions. On parle souvent de la mission de soins d'un hôpital public, évidemment c'est principal et on fait nos actions pour les patients. On parle souvent de la mission d'enseignement, c'est le propre d'un établissement universitaire, mais finalement il y a aussi la mission de recherche et c'est les 3 qui fonctionnent ensemble. Et sur les aspects de recherche, quels sont vos axes de développement principaux ? Alors je pense que si j'essayais de lister les axes principaux de développement, je ferais des déçus, dans le sens où j'oublierais forcément une discipline. On s'occupe de l'ensemble des thématiques. Après, je pense que quand on s'intéresse à la recherche, on peut évidemment cibler par spécialité, par thématique, mais on peut aussi cibler par nos axes d'amélioration dans la mise en œuvre de ces recherches et dans son suivi. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a 4 mots qui pourraient résumer les choses. Je pense qu'on a un enjeu autour des moyens qui sont dédiés à la recherche. J'avais la joie tout à l'heure d'être sur un des stands de la FHF pour recevoir un prix justement des actions qu'on met pour libérer du temps aux professionnels de santé pour réaliser la recherche. Évidemment, les moyens, c'est aussi les moyens en termes financiers pour développer nos outils de recherche, pour mettre à disposition la puissance de calcul, notamment pour évidemment interroger nos données. Le deuxième mot qui serait pour moi un des enjeux en matière de recherche, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a une notion de délai pour être attractif aujourd'hui dans un milieu extrêmement concurrentiel tel qu'est celui de la recherche. Évidemment, il faut être bon dans les délais, dans la réalisation et être en capacité d'être au rendez-vous de tous les acteurs qui viennent aussi nous voir parce que sur un certain nombre, notamment de Big Pharma, ils vont prendre un établissement en France et on va être en concurrence avec tous nos voisins et amis.
Le troisième mot que je prendrais, c'est simplification, et j'y reviendrai parce que la simplification de nos processus, souvent quand on parle de la PHP, et il y a un certain nombre d'éditeurs ou de boîtes dans l'assemblée, c'est toujours très compliqué, tout est toujours très compliqué avec une institution évidemment de 100 000 personnes et qui est un gros mastodonte. Et ben on a un simplifié, c'est un de nos gros enjeux, et simplifié aussi pour la réalisation, pour la mise en œuvre, pour le suivi de la recherche. Et ce mot de simplification est très fort parce que sur la simplification, j'y reviendrai, c'est sur tous les aspects et même dans les aspects de réalisation, de contractualisation et derrière de suivi. Et enfin, le dernier mot, c'est données. Aujourd'hui, évidemment, on est le premier producteur de soins d'Île-de-France et le premier promoteur académique européen. En fait, on a plus de 12 millions de patients par an. On produit et on est un producteur extrêmement riche de données. Et puis après, d'un point de vue technique, on a aussi un certain nombre d'harmonisations et d'unifications qui ont été faites. Donc en fait, on a un dossier patient pour les 38 hôpitaux. Et ça, c'est une richesse aussi pour nous, pour avoir derrière la qualité d'avoir une donnée qui soit en tout cas harmonisée entre les différents hôpitaux. Et donc sur la donnée, on a des grands champs de recherche qui se développent, évidemment pour aller trouver, on l'a tous en tête, des nouvelles molécules, des nouveaux traitements, tester des algorithmes pour être plus rapide, pour détecter plus finement un certain nombre de choses. Mais on a aussi de la recherche sur la recherche, c'est-à-dire comment on va traiter cette donnée, comment on va la structurer, comment on va permettre de l'exploiter. Tout ça, c'est des champs qui, évidemment, font partie de nos grands enjeux. Des sujets d'accélération des projets de recherche, d'efficacité opérationnelle et toute une structuration de votre approche de transformation pour atteindre ces objectifs. Elena, tu as la vision vraiment mondiale des établissements de santé les plus innovants. Est-ce que ce que tu peux voir dans les autres pays fait écho avec ce que vient de présenter Quentin à l'instant? Donc d'abord, je vais commencer où Quentin a terminé, donc je vais prendre le là, en partant des données. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'équation qu'on doit vraiment résoudre, c'est données, multimodalité de la donnée, données sécurisées, égale médecine de précision, traitement de la donnée pour la médecine de précision à échelle et à vitesse supportée par l'intelligence artificielle. Donc, si on arrive à résoudre cette équation, donc on arrive vraiment à amener qualité des soins à niveau individuel, mais aussi à niveau des cohortes des patients et au niveau de santé populationnelle. Donc, je pense que quand on regarde autour du monde, c'est clair que chaque pays fait sa propre stratégie sur la base du partage et du traitement des données. Mais de plus en plus, on voit des exemples de santé populationnelle. Je vais vous en parler. Je pense qu'aussi les acteurs technologiques ont comme impératif la collaboration très étroite avec les établissements de santé publique et les établissements qui font l'excellence de la recherche. Et c'est pour ça que je suis vraiment honorée aujourd'hui d'être ici avec vous et avec la représentation de la PHP en tant qu'exemple d'excellence pour la recherche faite en Europe pour le monde entier. Microsoft a mis vraiment la recherche au cœur de notre démarche santé et on a repensé à comment, avec la donnée et la multimodalité de la donnée et la multimodalité des modèles, et on va revenir sur ça, on peut à la fois améliorer la qualité des soins, on peut améliorer le temps qu'on peut redonner aux professionnels de santé, mais on peut aussi donner du temps aux chercheurs pour faire les choses différemment et pour faire les choses de façon avec un support d'une équipe que ça ne sera pas seulement des chercheurs, mais c'est une équipe d'agents qui sont des agents numériques. Et on va parler de comment ça se développe. Et donc, je vois beaucoup de démarches aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Moyen-Orient, où on commence à recréer un écosystème recherche, data, donc recherche capital humain, data et toute l'intelligence artificielle qui travaillent ensemble. Merci beaucoup.
Si on veut aller dans le détail de cette étape fondamentale, cette première étape qui est l'organisation de la donnée, on a en France des initiatives qu'on appelle les EDS, les entrepôts de données de santé. La PHP mène sa démarche EDS. Est-ce que tu peux nous en parler, Quentin? Oui, bien sûr. Déjà en termes de données de santé, parce qu'on va parler d'entrepôts de données de santé, donc sur la définition de données de santé, en réalité, à l'hôpital, il y en a de deux types. Il y a les données qu'on récolte dans le cadre du soin. Ce sont donc des données qu'on a récoltées dans le cadre d'une prise en charge à la PHP, dans notre EDS qui a été autorisé par la CNIL, le premier EDS en France en 2017. Bon, on a 1,2 milliard de résultats de biologie, 175 millions de CR médicaux, 36 millions d'examens d'imagerie, 142 millions d'examens de diagnostic. C'est un très gros EDS. Donc on a ces données du soin qui sont structurées pour le soin et qu'on cherche à réutiliser pour la recherche. Mais je voudrais aussi qu'on ait un point d'attention sur les données de recherche qui sont, elles, déjà structurées et collectées dans le cadre de la recherche. Souvent, on parle de registres ou de cohortes pour parler de ces données-là, c'est-à-dire des données qui, par le biais du consentement, dans le cadre d'un projet de recherche, on a recueilli pour, par exemple, regrouper ensemble des patients qui, sur l'ensemble du territoire, auraient une maladie rare et les mêmes caractéristiques. Si on parle de DS, si on parle de recherche sur données, évidemment, c'est un super outil, parce que c'est un outil qui nous permet d'explorer et d'aller plus loin. Cet outil, à la PHP, je vous ai donné un volume. À l'heure où je vous parle, depuis 2017, c'est près de 321 projets de recherche qui sont menés sur les données de l'EDS. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces projets, soyez rassurés, passent évidemment devant un comité scientifique et éthique. Il y a toute une instruction de l'utilisation de ces données. Il y a des bases légales et c'est extrêmement finalement complexe aussi de les utiliser. On ne fait pas ça n'importe comment, mais il y a plus de 321 projets qui sont actuellement en cours. Et en réalité, il y en a déjà plus d'une centaine qui utilisent l'intelligence artificielle pour justement soit interroger ces données avec des algorithmes qu'on fait tourner pour les résultats que vous avez indiqués sur de la médecine plus prédictive, plus précise, plus diagnostique, plus préventive. Mais le point majeur de ces outils, c'est que ça reste des outils et des outils, ça s'améliore. Et en fait, pour améliorer ces outils-là, il y a aussi des apports, je pense, mutuels dont on pourra discuter parce que la qualité de la donnée qu'on va exploiter, c'est majeur. Et finalement, une donnée qui a été collectée à un moment donné, quand on la réutilise pour autre chose, par définition, elle n'avait pas été collectée pour cette autre chose. Et donc finalement, la phase de qualification de la donnée, la phase de structuration des données qui peuvent avoir différents formats, vous avez parlé de multimodalité, les données d'imagerie, les données de biologie, les données de compte-rendu, et bien cette phase-là, elle est majeure. Parce que sinon, on va avoir des erreurs assez fortes d'interprétation et des erreurs qui peuvent entraîner ensuite, par définition, des prises en charge qui ne seront pas adéquates par rapport à ce qu'on recherche. Et donc, sur les données du soin, elles peuvent avoir différentes erreurs. Elles peuvent avoir des erreurs dans la collecte, elles peuvent avoir des erreurs dans l'interprétation. Aujourd'hui, dans un compte-rendu, la donnée pourra être appelée, par exemple, sur la variable d'un infarctus d'une manière et dans un endroit d'une autre manière. Quand elles sont mises dans l'entrepôt de données de santé, elles sont mises toutes les deux. Donc il y a tout un travail derrière de structuration avec des data ingénieurs et qui mêle, et j'y reviendrai, à la fois les compétences médicales et les compétences finalement ingénieurs pour qualifier ces données. Et ça, c'est l'enjeu vraiment essentiel pour avoir ensuite une capacité de faire qui réponde véritablement aux standards scientifiques et derrière éthiques de l'exploration de ces données. Et donc à l'échelle de la PHP, ce travail-là, il est mené par deux directions. La direction que je représente avec Recherche clinique et innovation, mais évidemment avec nos collègues de la direction des services numériques que je voudrais citer ici. Et dans ces collègues-là, particulièrement, avec un certain nombre de médecins qui en fait consacrent du temps à cette ingénierie des données pour justement traduire la donnée qui a été collectée souvent pour un autre usage et nous permettre derrière de la réutiliser et cette fois-ci de la réutiliser justement pour revenir dans le soin et dans la prise en charge. Je pense que c'est super important ce que vous venez de dire parce que beaucoup de fois, on pense qu'on doit collecter la donnée chaque fois qu'on doit faire un cas d'usage différent. Et donc, on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder à comment on a des bases de données qui peuvent servir à tout cas d'usage et à la fois dans les domaines cliniques et dans la recherche, dans un feedback loop très positif et très itératif, parce qu'ils s'enrichissent l'un l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir aussi les solutions du futur. Mais je sais que tu voulais me poser une question.
Non, mais on va revenir sur le sujet de la multimodalité évoquée par Quentin. Mais juste avant, je voulais parler d'une autre capacité supplémentaire. C'est qu'à partir du moment où je mène un projet de recherche, quand je lance un projet de recherche, j'ai non seulement besoin d'avoir accès à ces données dont je dispose, mais je vais également travailler en collaboration avec d'autres. Et donc là, il y a aussi un sujet de mise en commun, du moins de partage de données dans le cadre de projets de recherche. Et chez Microsoft, on a le sujet des Trusted Research Environment, que tu peux expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est un Trusted Research Environment? C'est important de le savoir. Donc, c'est un environnement d'abord sécurisé et à la fois collaboratif. Les deux, c'est les enjeux pour vraiment accélérer la recherche. Il faut pouvoir, pour valoriser la data, la donnée, donc il faut pouvoir la traiter avec des standards qui fait partie des règles du jeu de comment on fait la recherche, donc des standards FHIR, OMOP, OpenEHR et tout ça. Après, il faut la sécuriser, et la sécuriser, ça veut dire qu'il y a des règles très claires qui peut accéder quelles données, pour quelles raisons. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la gouvernance de la donnée, et c'est une des caractéristiques clés d'un Trusted Research Environment. Après ça, si la gouvernance de la donnée est claire, ça veut dire que moi, avec mon profil d'utilisateur, je ne pourrais pas accéder à ce que je veux. Je peux demander l'accès à certaines données, mais peut-être ils ne vont pas m'accepter si ça ne correspond pas à mon profil, à mon cas d'usage, à mes spécificités de recherche. Une fois que j'ai accès à mes données, je peux collaborer avec d'autres. Donc, on a une collaboration qui est sécurisée. On va de la donnée sécurisée à la collaboration sécurisée, et on peut vraiment à ce moment-là amener les algos qui sont nécessaires où les datas sont stockées. Est-ce que je vous parle de quelque chose que c'est plutôt une architecture pas vraiment utilisée? Non. C'est les nouveaux outils de recherche qui, dans les systèmes de santé, si on regarde par exemple à côté, dans la NHS, un des trusts, donc un des hôpitaux, Barth Health, ils l'ont utilisé, ils sont en train de pas seulement la construire, mais déjà de donner l'accès à leurs médecins pour augmenter la qualité des soins, pour arriver à faire tout ce que c'est la cohorte des patients qui correspond à certains profils, et pour pouvoir accélérer les activités de recherche. Au Moyen-Orient, avec une organisation qui s'appelle M42, on est en train de exactement bâtir ce Trusted Research Environment pour la collaboration avec les pharma. Et là, on part d'un substrat de données génomiques, que c'est un des plus grands, par exemple, ce qu'on appelle Emirati Genome Initiative, avec 800 000 cas de génomique déjà séquencés. Si on regarde, et j'étais super impressionnée par votre Data Hub au niveau du cancer avec l'Institut Curie et Kalim Karno, c'est vraiment des propulseurs, pas seulement de recherche, mais c'est des propulseurs d'opportunités pour soigner les gens de façon plus vite, pour identifier quel est l'accord où les médicaments pourra vraiment, ou les thérapies pourra vraiment donner les effets qu'on espère, et si ce n'est pas le cas, pouvoir introduire de nouveaux médicaments et aussi être capable de comprendre quels sont les effets secondaires des médicaments dans une médecine qui devient de plus en plus de précision. Et je pense que c'est un projet phare. Je pense que la PHP est une organisation avec une base de données unique qu'il faut préserver et à la fois aussi y donner accès avec la bonne gouvernance. Et ça, c'est les clés pour la médecine du futur. Oui, peut-être essayer pour tirer le fil d'illustrer, parce qu'en fait, après, les usages, ils sont très divers. On a tous en tête l'usage de « Ah, on a découvert une nouvelle molécule et elle va prendre en charge, elle va révolutionner ». Mais ça peut être aussi des choses qui, dans le quotidien, vont permettre des grandes avancées.
en matière de formation, d'amélioration aussi, par exemple, de la prise en charge au bloc opératoire. Aujourd'hui, on enregistre toutes les données d'un bloc opératoire, on en fait un jumeau numérique, c'est-à-dire exactement la même chose d'un point de vue numérique, et on teste un certain nombre d'hypothèses dessus. Bah ça, en termes de qualité de prise en charge du patient, c'est beaucoup mieux, parce que par définition, le patient, il est plus confronté à ces différentes hypothèses, mais on analyse par le biais numérique la manière dont il aurait répondu, en allant chercher dans le tas de toutes nos données des choses finalement qui ressemblent et qui permettent de tester nos hypothèses. Donc vraiment, en cas d'usage, il peut y avoir celui-là. Il y a plein d'autres cas d'usage qui permettent aussi de nous permettre de faire ce qu'on n'aurait pas pu imaginer faire hier. Par exemple, on parle des données génomiques ou des données, par exemple, d'ANAPAT. L'ANAPAT, c'est des données assez lourdes et en fait, quand vous faites un prélèvement, derrière, vous le coupez en lames. Vous avez une centaine de lames qui sont des formats assez lourds que vous devez étudier, etc. dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est de constituer une base de ces lames-là. Mais en fait, c'est beaucoup trop lourd en termes de sobriété à la fois énergétique et de coût. Moi, j'ai pas la capacité au sein de la PHP, en dépit d'avoir numérisé toutes les lames, de toutes les garder. Et c'est dommage, parce qu'évidemment, nos chercheurs, ils nous disent, moi, c'est un matériau qui, dans 10 ans, me permettra de répondre à des questions parce que, justement, on aura tout ça. Et la recherche sur données nous permet justement d'aller tester des algorithmes qui vont dire, c'est très bien, mais en fait, dans ces 100 lames, faut en garder que 3. C'est ces 3-là qui auront un intérêt, finalement, demain, pour être mis en œuvre dans la base. Et donc, la recherche sur données, l'utilisation notamment d'un nouveau type d'algorithme, et derrière ces algorithmes, évidemment, l'usage de l'intelligence artificielle, ça nous permet justement de faire plus de recherches et d'ouvrir des opportunités qu'on n'aurait pas fait. On va parler du traitement dans le sens où trop de données qu'on n'aurait pas pu traiter de manière manuelle, on le peut, mais ça permet aussi de constituer des bases qui demain nous permettront aussi de faire, et je pense que les projets que vous avez décrits correspondent tout à fait à ça. Et puis il y a un dernier enjeu, c'est que ça nous permet aussi de, je pense, faire le lien entre deux métiers qui jusque-là se regardaient, et j'insiste beaucoup sur cette notion d'apport mutuel entre le monde finalement de la donnée plutôt côté ingénierie, plutôt côté mathématiques, et le monde médical. Et en fait, les deux s'apportent énormément. Malheureusement, n'a pas pu intervenir avec nous une médecin de la paix qui justement consacre une partie de son temps à l'ingénierie des données, et elle nous donne des usages extrêmement pratiques qui dans le quotidien changent évidemment la prise en charge, mais changent aussi le temps qu'elle gagne. Je vais vous citer un exemple parce que je le trouve vraiment brillant. Donc c'est une médecin interniste. Donc les médecins internistes ont l'habitude finalement d'avoir énormément d'informations et d'avoir des comptes rendus très longs. Et en fait, elle a une difficulté, c'est que quand elle suit un patient qui arrive en réa, il est 3h du matin, le réa, il n'a pas le temps de lire tout le dossier. Et donc du coup, il y a plein d'informations sur lesquelles il va passer à côté ou d'examens qu'il va faire alors même qu'il aurait pu avoir dans le tas des documentations des patients, des choses. Et bien en fait, elle a commencé à développer un algo qui va synthétiser les informations essentielles des 200, 300 autres documents pour que à 3h du matin, le réanimateur, en cliquant sur un bouton, il ait l'essentiel et qu'il se rende compte par exemple que la personne à domicile, elle est hyper autonome et donc du coup, ce serait dommage de faire un traitement de réa extrêmement invasif qui pourrait au sortir de réanimation, avoir un impact sur son autonomie à domicile. Et donc ça, finalement, la capacité de venir synthétiser des choses, on pourrait se dire, c'est pas de la recherche, mais dans le quotidien, en réalité, après du médecin, dans la capacité de pouvoir économiser du temps, de pouvoir aussi améliorer le temps médical, parce que vous vous doutez bien que relire l'ensemble des 300 pages, c'était demander à des internes, avec la qualité de vie qu'on connaît aux internes, justement parce qu'ils ont des tâches ingrates dans un certain nombre de choses. Et bien tout ça, ça apporte aussi un grand changement très opérationnel, qui n'est pas le grand médicament qu'on découvre, mais qui est tout aussi important, justement pour consacrer son temps sur le reste. Et je pense que c'est un élément finalement très visible de l'apport quand on met de la donnée en commun, quand on la travaille ensemble et quand finalement l'un et l'autre, on peut s'apporter entre univers de l'informatique, des mathématiques et univers médical. Il y a eu plein d'éléments dans ce que tu viens de dire, Quentin. J'ai entendu une partie sur l'efficacité opérationnelle dont on va parler un peu plus tard. Mais avant, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as mis en avant avec le fait que les données ont des valeurs qui sont inégales. Certaines informations sont très importantes et c'est particulièrement le cas quand on veut trouver des solutions thérapeutiques pour des maladies avec des populations de patients potentiels qui sont relativement faibles. Comme ça peut être le cas, par exemple, sur des sujets de des cancers de l'enfant. Et je sais, Elena, que tu as travaillé sur un sujet autour du cancer du cerveau. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc en effet, je voulais amener l'exemple suédois où on a travaillé sur la gestion, la prévention, mais aussi la gestion des cancers avec les enfants. Et là,
je pense que déjà avoir tous les données ensemble et quand vraiment tous les données stockées ensemble pas seulement dans un trusted research environment, mais aussi dans une base de données de confiance pour les chercheurs et pour les professionnels de santé, c'était un premier pas. Deuxième pas, très important, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir un benchmark chaque fois avec la dernière recherche qui est disponible au niveau mondial. Ça, c'est maintenant presque impossible au niveau de tâches humaines. Il faut un moteur de recherche qui est capable, comme vous l'avez dit, donc pas seulement de synthétiser, mais aussi au niveau graphique, de regarder les relations des différentes données. De regarder ce que j'appelle la donnée qui est muette. Parce que c'est une donnée faible. Donc au niveau statistique, elle ne va pas peser. Mais c'est très importante au niveau de la dernière découverte dans la recherche. Donc l'habilité de fournir ce type de capacités en Suède, avec le gouvernement suédois et avec une fondation et Microsoft, fait en sorte qu'on puisse pas seulement traiter la gestion au niveau oncologique, mais aussi avancer la recherche pour le cancer des enfants. On a aussi, mais si tu veux, j'en parle après, mais me semble un bon suivi, on a essayé de mettre ensemble tous ces outils pour les chercheurs, de se dire qu'est-ce que ça serait un copilote pour les chercheurs, un copilote qui nous aide, numéro 1, à accéder à la compétence et à la connaissance n'importe où elle est, dans le monde, de façon claire, dans les mains des utilisateurs. Numéro 2, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir la mise en relation des différentes données et de la connaissance, pas de façon statistique, mais de façon nuancée, où les relations à la fois contradictoires, à la fois les liens entre les différentes découvertes sont mises en valeur. Une capacité de processus à échelle la plus grande. Et numéro 3, aussi cette capacité d'accéder à tous les modèles, soit des modèles propriétaires, soit des modèles tiers, soit des modèles open source, pour amener les savoir-faire sur les données et pouvoir faire la recherche, la détermination de l'hypothèse et la simulation des expériments à échelle. Tout ça, on a lancé en effet il y a 2 jours dans une nouvelle solution qu'on appelle Azure Discovery, que c'est vraiment le copilote pour les chercheurs. Et on a fait ça en collaboration avec les pharma et aussi avec des partenaires qui font la recherche avec les capacités de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle in silico research. Donc, c'est vraiment un nouveau moyen, une nouvelle conception de comment on génère l'hypothèse et on fait toute simulation de façon plus vite et plus pertinente. Et dans le cas particulier des processus entamés en recherche pour la France, ceux qui sont établis aujourd'hui, les différentes étapes, la durée de chacune d'entre elles, les personnes qui sont mobilisées, est-ce que, Quentin, tu peux nous aider à comprendre quelles sont les étapes les plus chronophages, c'est-à-dire sur lesquelles c'est le plus important d'aller chercher de l'efficacité opérationnelle ? Je pense qu'il faut vraiment décomposer un projet de recherche en différents temps. Il y aura toute la phase d'idéation, évidemment du chercheur, avec quels sont les critères, les variables qu'on va aller chercher, c'est quoi l'hypothèse qu'on va poser. Et puis après, il y a sa réalisation. Et pour cette réalisation, souvent, c'est une grande partie black-noir, parce que black box, pardon. Parce que la réalité, c'est qu'on s'adresse à une direction de la recherche et en fait, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, parce qu'il y a plein d'étapes technico-réglementaires pour aboutir à l'inclusion du patient dans un projet de recherche, c'est-à-dire
le fait de récolter ces données. Vous vous passez par un service de soins, vous répondez aux critères, on vous propose dans le projet de recherche et on récolte votre donnée. Et après, il y aura toute la partie évidemment de la donnée a été collectée, on va l'étudier et on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation d'une publication, parce que c'est un petit peu la valorisation scientifique qu'on souhaite, et c'est des publications que derrière on revoit la pratique dans le soin. Et en fait, sur la première partie, la partie un petit peu boîte noire que je vous décris, il y a plein d'étapes qui mêlent beaucoup d'équipes très différentes. Je vais vous donner vraiment imager quelque chose, mais on veut tester par exemple un nouveau médicament dans un service de soins. Dans le cadre d'une recherche, donc on a eu du financement, on a traité évidemment l'autorisation avec nos autorités de tutelle, avec la CNIL, comme c'est un médicament, évidemment avec l'ANSM, et le patient, on ne sait pas quand il arrive. Si la pharmacie, entre guillemets, qui gère le produit de recherche, elle est fermée au moment où le patient il arrive, on n'arrivera pas à l'inclure dans notre projet de recherche. Et donc finalement, il y a aussi, ça peut être des aspects très concrets. Mais surtout, entre les équipes elles-mêmes, dans un hôpital, il y a plein de contractualisations, de manières de diffuser l'information. Et ça, ce sont des tâches extrêmement chronophages en termes de ce qu'on appelle du fléchage, c'est-à-dire d'aller identifier à chaque moment du processus qui doit faire quoi, quelle est son action dans ce processus-là. À la PHP, on fait beaucoup de recherches multicentriques, c'est-à-dire sur la même question de recherche, on ouvre différents centres. Ça peut être des centres au sein de la PHP, ça peut être aussi des centres en dehors, dans d'autres hôpitaux français, européens, mondiaux. Et dans ce cadre-là, les relations que l'on doit établir à la PHP entre toutes les pharmacies, entre tous les laboratoires de biologie, etc. Et ce fléchage, finalement, des différentes actions, il prend énormément de temps. Et aujourd'hui, ce sont des tâches manuelles sur lesquelles on a beaucoup d'espoir qu'un travail commun avec l'univers de l'intelligence artificielle, des mathématiques et de l'industrie nous permette d'automatiser et finalement, avec ces notions d'agent, de pouvoir remplacer ces tâches chronophages par des tâches d'automatisation et qui nous permettront de gagner beaucoup de temps et de rendre service pour que finalement, entre le moment où on a eu l'idée, on a eu le financement, on a eu le go, et le moment où le premier patient il est inclus, et ben ça, on aille beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, on parle d'années entre le moment parfois où on a eu le financement, on a eu le go, et le moment où le premier patient il est inclus. Et quand on sait que derrière l'étude elle-même, la publication scientifique et le retour dans le soin peut aussi prendre des années, en fait, tous les petits temps gagnés seront des temps ensuite au bénéfice du patient. Donc en termes d'efficacité opérationnelle, c'est vraiment aussi des choses très concrètes dans nos modes d'instruction. Et ces modes d'instruction, ils répondent aux mêmes règles pour la PHP que pour tous les autres établissements qui font de la recherche, puisqu'on doit suivre les mêmes grilles, les mêmes conventions, la même manière de flécher les actions entre chacun. Et là-dessus, on a beaucoup d'espoir. Et on espère qu'en tout cas qu'une collaboration fructueuse permettra d'améliorer ces délais. Ça serait top. Je voulais peut-être rebondir sur les agents. Parce que the agents, il y en a certains qui parlent de the era of the agents, donc c'est vraiment l'époque des agents. Mais c'est qui ces agents? C'est en effet, c'est comme des programmes automatisés où il y a une claire définition des tâches. Et ces tâches-là sont automatisées. À partir dans ce nouveau processus que je vous ai décrit, formulation de l'hypothèse, simulation des expériments et tout ça. Donc, par exemple, on pourrait avoir un agent qui regarde la caractéristique de tout ce que c'est les molécules. Il pourrait y en avoir un autre qui regarde à la rétrosynthèse. Il pourrait y avoir... Bon, on choisit, on détermine. Maintenant, c'est vrai dans la recherche et c'est vrai aussi dans les soins. Donc, avec Stanford, on a optimisé avec des agences et avec un orchestrateur d'agents un processus qui c'est devenu à une taille et à une échelle que les médecins ne peuvent plus suivre. Parce que pour des cas complexes d'oncologie, il faut vraiment les consultations multidisciplinaires, donc les RCP, c'est ça? Et il faut que ça soit fait avec toutes les données à la main. Déjà, toutes les données doivent être au bon endroit. Et deuxièmement, ils doivent être pris en compte avec le bon poids dans la prise des décisions. Donc, on a créé les agents et l'orchestration des agents qui maintenant aident Stanford Medicine à faire les 4000 plus cas de RCP qui font normalement d'habitude, mais avec un gain de temps, d'efficacité et de qualité de la décision. Parce que tous les différents domaines d'observation du patient peuvent être là. Et donc, s'il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez, c'est
pas des choses technologiques, c'est de nouveaux outils cliniques et c'est de nouveaux outils de santé et de recherche. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut vraiment le regard à la multimodalité dans la donnée et dans les modèles. Et troisièmement, ça se fait seulement en collaboration avec des organisations d'excellence telles que la PHP en France. Peut-être juste pour tirer le fil sur cet exemple-là, on n'imagine pas que ça remplace, il faut être très clair. Par contre, ça peut faire gagner du temps pour que justement on puisse faire plus. Si on tire le fil de ces exemples-là, les données synthétiques, aujourd'hui, les données qui sont faites et qui nous permettent finalement d'orienter un certain nombre de décisions, en fait, elles remplacent juste le fait qu'aujourd'hui, sur un dossier, tiens, j'ai mon senior d'il y a 3 ans, il avait eu un cas similaire, il l'a traité, j'ai envie de l'interroger sur qu'est-ce qu'il a fait, ça a été quoi le rendu, etc. Ça, c'est bien quand on se souvient que son senior, il y a 3 ans, il avait le même cas que lui. Mais finalement, il y a peut-être d'autres seniors dans l'hôpital qui ont eu aussi le même cas. Et le fait de finalement mettre en commun et d'aller interroger finalement les mêmes, sur la même personne, plein d'hypothèses différentes, c'est extrêmement intéressant. On parlait tout à l'heure des enfants, il faut juste illustrer. En recherche clinique hématopédiatrique, c'est extrêmement difficile d'aller inclure des patients parce qu'on explique à une famille qu'on va tester une nouvelle molécule, mais qu'on va devoir faire un bras contrôle. Et donc, elle va faire partie de l'ESSEM, elle a une chance sur 2 de ne pas tester cette nouvelle molécule, alors même que potentiellement, cette nouvelle molécule, elle peut guérir son enfant. Donc, c'est extrêmement difficile, même éthiquement, de porter ce type de projet de recherche et d'avoir de l'adhésion. Et pourtant, on se dit qu'avec les données synthétiques, ça, on va l'éviter. Et on va l'éviter parce que justement, dans cette situation-là, on va pouvoir tester différentes hypothèses, aller plus loin et donc justement choisir le bon traitement. Parce qu'au lieu d'avoir interrogé 1, 2, 3, 4 personnes, on aura l'ensemble des informations et finalement, on aura fait des liens sur des situations et des cas qu'en effet, à l'œil nu ou muet, on n'aurait pas vu, pour reprendre l'expression. Et ça me fait penser aussi au Copilot for Researcher qui a été lancé par l'Institut Curie. Et un des sujets d'efficacité opérationnelle qu'ils voulaient mettre en avant, c'était de comprendre quelles expérimentations ont été menées dans un des établissements des Instituts Curie et quels learning ou quels mêmes éléments d'entrée peuvent être réutilisés pour ces nouvelles expérimentations. Donc en effet, l'espèce de réutilisation de ce qui a été fait dans le passé, c'est un élément assez important en efficacité opérationnelle. En effet, quand tu regardes les essais cliniques, même réétudier, réélaborer les protocoles, c'est très important. Quand on regarde, je ne sais pas comment on le dit en français, le drug repurposing, donc comment tu dis ça? Oui, voilà, le repurposing des médecines, ça soit dans les soins de tout ce que c'est âge et maladie des populations plus âgées. Il faut maintenant revoir des cas d'études et des essais cliniques et les résultats des essais cliniques sur certains médicaments. Et avec ce type de moteur graphique qui regarde aux relations, pas seulement aux données en tant que telles, mais aux relations entre les données, dans un contexte spécifique, on peut avoir vraiment de nouveaux insights. Et donc, il y a une réutilisation de la connaissance qui beaucoup de fois est perdue, est tacite, parce que ça reste avec les humains, en effet, et des bases de données qui sont dans les essais cliniques ou dans les banques de données scientifiques qu'on peut remettre à jour pour avoir, je pense, une recherche beaucoup plus soutenable aussi. En fait, cette démarche d'accélération, d'amélioration du soin, qui passe par trouver des solutions thérapeutiques plus adaptées à chacune des populations ou à chacun des individus, elle passe par accélérer la recherche. On a discuté de beaucoup d'éléments en ce sens, mais Quentin, je voudrais vous donner l'opportunité d'identifier les thèmes qui sont pour vous les plus importants à mettre en place pour accélérer cette recherche clinique. Je pense qu'un des premiers thèmes, c'est de mieux repérer. En fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches, on mène beaucoup de projets,
Et une fois qu'on a passé tout le temps sur l'aspect technico-réglementaire qui peut prendre déjà beaucoup de temps, une fois qu'on arrive à l'inclusion, mais en fait, on se rend compte qu'on a peut-être ouvert un centre au mauvais endroit, ou que ce qu'on avait imaginé comme patient présent, en fait, on ne l'a pas. Et donc, du coup, la recherche dure. Et entre le moment qu'on avait imaginé et la réalité, c'est un poil différent. Je pense qu'on a un vrai enjeu, ce qu'on appelle le screening ou le pré-screening, c'est-à-dire le repérage au sein de nos institutions de l'efficacité dans la réalisation de notre recherche. Et cette efficacité, elle vise évidemment que derrière, pour le patient, ce soit bénéfique. Donc cet aspect-là, il est majeur. Et pour pouvoir faire un bon pré-screening, il faut évidemment que nos données soient de qualité pour pas qu'on passe à côté de patients, pour pas qu'on en prenne d'autres alors qu'il n'y a pas. Et pour que l'étape d'après, évidemment, ça puisse nous dire, voilà, nous à la PHP, dans les 38 hôpitaux, répondant à cette problématique, on a 100 000 patients. Mais si on doit ouvrir finalement 1, 2, 3 centres, c'est à tel et tel endroit que se trouvent les patients et justement c'est là où on sera le plus efficace et on permettra de fonctionner. Je pense que ça c'est un des premiers enjeux. Le deuxième enjeu, il est continu, ça reste un outil. Donc en fait cet outil il se qualifie, il s'améliore, les changements de technologie qui sont majeurs, les puissances de calcul qui sont demandées aussi, elles sont de plus en plus grandes et donc on a un enjeu évidemment à améliorer constamment la qualité de nos données. Et puis je pense que le potentiel qui s'ouvre aujourd'hui, c'est sur le traitement de données de plus en plus complexes. On a parlé des données omiques et sur lequel, hier, on n'imaginait même pas qu'on serait capable de traiter un flux d'informations aussi important. Et le traitement de ce flux d'informations, aujourd'hui, il permet de faire beaucoup de découvertes qui améliorent chacune des étapes et dans tous les domaines, et notamment dans une médecine qui devient, on dit, de précision, dans le sens où elle repère plus tôt, elle repère mieux et elle adapte derrière évidemment la prise en charge parce que on a une information beaucoup plus qualifiante finalement de ce qu'on découvre. Donc vraiment pour moi ces trois enjeux ils sont majeurs et après comme tout établissement hospitalier, pardon de le dire, j'ai un enjeu financier, c'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre pour faire tout ça. Je vous ai dit j'ai 3 missions, le soin c'est ma priorité absolue, évidemment l'enseignement et la recherche, tout ça coûte de l'argent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'assistance publique Hôpitaux de Paris n'est pas excédentaire financièrement, c'est moins qu'on puisse dire. Ça n'a pas forcément la vocation non plus, mais du coup, il faut qu'on ait les moyens de faire cela. C'était un de mes 4 mots tout à l'heure. Et donc, il faut aussi qu'on trouve le modèle économique derrière nous pour pouvoir fonctionner. Et derrière ce modèle économique, plus on est efficace dans ce qu'on fait, plus on peut aller nouer aussi des partenariats et plus derrière ces partenariats, on peut avoir du financement qui permet justement de revenir dans le soin. Je n'ai pas vocation à être excédentaire, mais j'ai vocation à soutenir la recherche en interne et pour la soutenir de mieux en mieux, pour continuer à structurer mon entrepôt de données de santé, j'ai besoin aussi de ce modèle économique. C'est un peu le gros mot, mais c'est un enjeu pour nous qui est majeur. Et dans le cadre collaboratif et de la manière dont on prévoit de le faire et on est en train de le faire avec Microsoft, on est dans une relation qui est pas commerciale, c'est-à-dire qu'on est dans une relation où ensemble on va co-construire les outils qui demain vont nous permettre de faire mieux et dans une relation qui va permettre évidemment d'avoir des apports mutuels au bénéfice de nos questions et derrière de faire la reconnaissance évidemment des apports de chacun dans l'ensemble de ces outils. Mais voilà un petit peu les quatre enjeux si je devais résumer. Merci beaucoup Quentin. Des sujets autour de l'accélération des essais cliniques et également autour de l'intégration de données multimodales plus avancées, donc d'OMIC. Elena, est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets qui ont intégré des données OMIC et quels ont été l'impact sur le soin? Oui, bien sûr. Déjà, on vient de voir dans les derniers mois des projets avec une ambition incroyable qui ont été annoncés. Si je regarde aux États-Unis, on voit donc une organisation qui s'appelle Truveta avec Regeneron et Illumina. Ils ont lancé, je pense, le plus grand projet à taille globale avec 10 millions d'exomes dans leur ambition. C'est que les États-Unis, mais ça va permettre d'accélérer la recherche au moment où on peut construire des partenariats avec ces projets. À taille beaucoup plus petite, mais beaucoup plus mature. C'est pas seulement annoncé, mais c'est dans le déploiement. En Angleterre, Microsoft a fait un partenariat avec Our Future Health. C'est de la santé populationnelle. C'est la 3e branche, je voudrais dire, de toute la génomique anglaise avec Genomics England et UK Biobank. Et donc, ça fait déjà 3 ans qu'on a lancé les projets avec des volontaires qui
donc, partagent leurs données. Leurs données sont stockées dans un Trusted Research Environment, sont analysées et il y a les traitements secondaires des données, l'usage secondaire des données pour les collaborations avec les labos de recherche et les NHS, bien sûr. Ça, c'est un exemple à taille tout à fait gérable, avec des outils qui sont disponibles, avec une gouvernance pas facile, mais possible. Et je pense que c'est un exemple qui nous permet de dire, bon, on peut sécuriser la donnée et partager la donnée. On peut collaborer sur la donnée et en même temps collaborer avec des acteurs qui sont privés publics. Et ça, c'est vraiment le chemin pour créer une santé et une recherche qui soit à la fois soutenable et à la fois future-oriented, future-ready. Votre Lymphoma Data Hub, je pense que c'est aussi un autre exemple et je pense avec l'excellence des données de la PHP, on peut aller vers des cas d'usage où, par exemple, moi je souhaiterais pas mieux d'amener toutes les bonnes pratiques de Azure Discovery, donc tous ces outils computationnels graphes, tous les agents qu'on a déjà un petit peu repérés par rapport au cas d'usage et dire qu'est-ce que ça vous sert et comment on peut les utiliser et comment on peut utiliser les données pour sauver des vies. Merci. Je pense que... On arrive à la fin. Est-ce que, Quentin, tu veux dire une dernière phrase ? Non, c'est hormis dire évidemment que le champ des possibles est ouvert. Après, il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé et je tiens juste quand même à le souligner parce que dans tout ça, on a parlé de gouvernance. Je vous ai dit qu'évidemment, les choses se faisaient pas sans le respect de cette gouvernance. Il y a aussi la place du patient qui est importante. On l'a cité comme finalité, mais pour moi, il participe aussi à la manière dont on construit les choses. Et on a beaucoup de patients à la PHP dans toutes nos instances de gouvernance et particulièrement au sein de l'entrepôt de données de santé, puisque finalement, c'est aussi lui qui oriente et qui valide la manière dont on exploite ces données. Donc voilà, je voulais juste que le terme patient soit aussi dit dans cette Agora ensemble. Et patient en tant que volontaire dans la recherche et acteur de recherche aussi, très important. Merci beaucoup.